Raphaël Giordano était la 50e personne interviewée dans Pourquoi pas moi. Elle répond à nouveau à mes questions avec un focus tout particulier sur son burn-out. Elle partage avec nous ce qu'elle en a appris, ses conseils précieux et comment, grâce à cette crise de sens, elle est devenue l'une des romancières les plus lues en France. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans l'univers de Raphaël Giordano. Ah oui, bah d'accord. Vas-y, je couperai. Non, te répondre, voilà, en sincérité et en spontanéité, voilà, c'est tout ce que je peux te proposer, quoi, pour témoigner. Mais tu garderas ce qu'on m'a bien gardé. Hein, ça va, top. Merci Raphaël. On va dire que l'enregistrement commence maintenant. Bonjour Raphaël. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Tu as fait donc un burn-out. Est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce que c'était? Ça remonte un petit peu, hein, parce que j'avais un peu moins de 30 ans et c'était le dernier poste que j'ai occupé en entreprise de communication. C'est une agence de communication. Pour ceux qui voudront l'histoire de ton parcours professionnel, on les invitera à écouter l'épisode de podcast où je mettrai le lien. Est-ce que tu pourrais, pour parler du coup du burn-out en tant que tel, dire selon toi qu'est-ce qui peut amener à faire un burn-out? Il y a beaucoup de choses qui peuvent conduire à un burn-out. Je pense que on ne prend pas forcément tout de suite conscience ni d'un potentiel harcèlement dont on peut être victime, ni d'un épuisement qui s'accumule parce qu'on tire sur la corde de bien des manières, ou les deux ensemble. Donc, euh, donc ce sont des signaux des fois qu'on ne veut pas voir parce que moi en l'occurrence par exemple j'avais un beau poste en soi, donc il y a plein de choses qui jouent, un ego, on m'avait nommée directrice de création, que c'était honorifique, donc du coup c'est comme si on donnait pas le droit à son mental de craquer, parce on est tiraillé, c'est quand même bien, c'est quand même chouette, bon mais en fait pas du tout, ça retarde la prise de conscience, je crois. Et qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour t'en sortir? Une fois que le mal était fait, c'est ça? Ouais. Ben moi, j'ai été obligée de retourner chez mes parents. Déjà, ça c'était clair. Donc c'est un peu comme peut-être que des fois c'est un retour. C'est vrai, c'est un retour en arrière momentané, comme une régression, mais presque nécessaire pour pas pour se faire couver, mais oui, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Retrouver une douceur initiale. Pas un état fétal hein, quand même, mais oui, je trouve que la dépression, c'est totalement un repli sur soi. C'est on se rétrécit comme peau de chagrin, je trouve, ça devient tout petit, comme ça, on redevient tout petit, c'est tout faible et tout. On n'est plus que doute et souffrance quand même, donc c'est assez douloureux comme type d'épisode à traverser. Et voilà. Du coup, t'es retourné chez tes parents. Oui. Quel type de professionnel t'a accompagné? Oh ben au fur et à mesure, de toute façon, moi j'ai été voir un psy, un psychothérapeute, hein, bien sûr, médecin aussi, hein, donc qui pouvait prescrire un traitement, puisque moi c'était quand même, tu vois, on parle de burn-out, peut-être qu'on fera le distinguo. Moi j'ai l'impression de faire un léger distinguo entre un burn-out et une dépression, parce que quand même il y a des degrés d'intensité, de subtilité dans tout ça, donc c'est bien de pas faire d'amalgame. Maintenant, on parle de burn-out parce que ça fait plus chic que dépression, ça fait moins maladie, mais il y a des fois des gros coups de pompe. Enfin, il y a vraiment différents degrés. Moi, c'était une vraie dépression à ce moment-là, mais je pense doublée d'une crise existentielle, puisque d'avoir été tellement maltraitée dans cette boîte, enfin, j'avais un peu perdu foi en l'humanité carrément, et aussi dans mes perspectives d'avenir, puisque je m'étais juré de plus jamais retourner en entreprise, et donc je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, quoi, genre ma vie est foutue, donc c'était pas top. Alors du coup je mangeais plus, tu vois, le corps ne ment jamais, vous connaissez le livre, hein, je pense, je parle un peu à tout le monde, mais
il y a plus rien qui passait parce que j'étais complètement nouée, quoi, voilà. Mais bon, écoute, et puis ça a été de mettre vraiment un pied devant l'autre. Je te dis au début, même faire un tour du pâté de maison semblait un exploit. Enfin voilà, remanger aussi. Enfin c'est compliqué. Mais non, j'ai pas fait que psychothérapie et traitement antidépresseur. Je dirais que c'est bien. Attends, je fais peut-être toutes les questions et les réponses d'un seul Non, non, bloc. vas-y, il y a pas de souci, il y a pas de Et problème. je trouve ça bien, en tout cas, de pas rajouter une deuxième flèche à la douleur, en plus en se surculpabilisant, et pour son état, et pour le fait de prendre un traitement plus ou moins momentané, parce que ça rajoute une souffrance, une culpabilité, de se sentir nul, d'avoir échoué. Moi, ça a été beaucoup ça aussi qui a quand même aggravé les symptômes, c'est-à-dire au lieu de prendre conscience que j'avais été victime d'un agresseur vraiment et d'une situation extrêmement complexe, euh, voilà, au lieu de comprendre que c'était moi la victime, je me suis moi me flagellée en disant que c'était moi qui avais raté, échoué, et ça a vraiment comment dire, amplifié les symptômes. D'où l'importance de regarder vraiment en face l'histoire de son burn-out et qu'est-ce qui Oui, s'est passé. complètement, complètement. Et donc pas diaboliser les médicaments. Il y a eu une erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est de d'arrêter trop vite les antidépresseurs. Tout ça parce que voilà, tout le monde est inquiet autour de vous. On dit oui, c'est des cochonneries, c'est de la merde, surtout prends pas ça. Attention, ça peut être vraiment une erreur aussi parce que il faut le plus dur, faut accepter que il faut prendre le temps qu'il faut pour faire le point. Alors bon, là on parle quand même d'une crise assez profonde. Hein. Après, on se disait tout à l'heure qu'il y avait des degrés. Un burn-out, certains pourraient dire, si c'est vraiment un épuisement physique d'avoir trop tiré sur la corde, mais bon, c'est quand même rare que ça ne s'accompagne pas de symptômes psychiques L'anxiété. et voilà, d'anxiété et de voir de toute façon c'est et le corps et l'esprit qui se manifestent parce que ce sont toujours vos meilleurs amis en fait. Donc, ce qui paraît être des signaux négatifs sont en fait des signaux positifs d'alarme pour vous indiquer qu'il y a un truc qui va pas et qu'il est absolument temps de regarder sa vie et là où on en est. Se regarder en face. C'est une mise à l'arrêt des fois indispensable qu'il ne faut pas toujours prendre comme une sanction, mais au contraire comme une chance de faire le point sur ce qui l'on est, ce qui nous va bien comme environnement, comme personne aussi, et être vigilant sur la toxicité de ces deux paramètres-là, c'est-à-dire les gens et l'environnement. C'est ça, C'est sûr. exactement. Vraiment, c'est indispensable d'ouvrir les yeux sur tout et de prendre du recul sur parfois de se dire, mais non, ces personnes-là me veulent du bien. Et en fait, non, c'est ces personnes-là qui nous traînent et qui nous enfoncent dans le burn-out. Exactement. Et est-ce que donc il y a des personnes en effet qui sont toxiques, mais il y a également des personnes qui sont ressources. Pour toi, ça a été quel type de personnes ont été les ressources dans ton burn-out? Alors, il y a eu, bien entendu, en premier lieu, ma mère, elle, c'est vraiment ce côté-là des choses. Donc, elle m'a accompagnée vraiment au quotidien tant que ça a été nécessaire, pour être là, même quand il y a des crises de larmes, des crises de doute. Quand vous sortez de chez vous comme une petite vieille, c'est quand même assez douloureux, quoi. Hein. J'avais vraiment perdu pas mal de kilos, donc déjà que j'étais pas épaisse, j'étais assez faible quand même. Donc moi j'ai une sœur jumelle aussi, donc elle habitait pas tout à fait au même endroit, mais qui m'a évidemment énormément soutenue. Et puis bien sûr qu'un thérapeute de confiance. Et puis j'ai eu aussi une personne qui m'a beaucoup aidée, qui était qui faisait des massages en gestalt, sensitive gestalt massage, ça s'appelle. Et ça, je connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'une technique comme ça par le corps, ça a été
extrêmement précieux parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais très jeune encore quand même. Je vivais à côté de mon corps. Ça me semble aujourd'hui fou, mais néanmoins, j'étais assez dissociée finalement. Et donc de faire une thérapie où vous êtes touché en même temps que vous libérez une parole dans un espace de confiance, c'était quand même waouh. Se faire masser globalement, bon, c'était assez extraordinaire. Donc ça avait été une très très belle rencontre comme ça et ça avait largement contribué à ma remontée. Voilà. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qui sont potentiellement dans l'entourage justement d'une personne qui a fait un burn-out, sur ce que toi tu attendais? Pour les personnes qui accompagnent, c'est le savant. Alors oui, il y a quand même plusieurs choses. C'est-à-dire que il y a des phrases à éviter du genre ah bouge-toi, secoue-toi, il faut pas se laisser aller, etc. Alors mais c'est pas que moi qui le dis, ça peut être aussi des thérapeutes. On peut être tenté de secouer tout de suite la personne. Je pense que la première chose dont la personne en burn-out a besoin, c'est d'être d'abord accueillie. Il y a une grosse souffrance, donc il y a en premier lieu besoin de beaucoup de douceur. Je dirais qu'il faut savoir vraiment doser les moments de présence, l'écoute indispensable, qui veut pas dire immédiatement les conseils, parce que ça c'est assez oppressant en fait, d'asséner tout plein de conseils et d'abord de vérifier que la personne est prête à les entendre. Et puis peut-être, c'est difficile à concevoir, mais que c'est pas vos proches qui vont pouvoir être les mieux placés pour vous conseiller, parce qu'il y a une distance thérapeutique éventuellement. Et, euh, et donc voilà, donc c'est manifester qu'on est présent pour la personne qui va pas bien, ça c'est sûr. Mais il y aura des temps où il faudra aussi la laisser seule en introspection ou pas envahir cet espace intime à coup d'inquiétude quoi et de voilà. Donc laisser la personne, lui laisser le temps de faire son chemin. Ouais, respecter son temps. Et oui, parce que quand on est très inquiet, et Dieu sait que les proches sont très inquiets, tout le monde patauge en fait. Celui qui est en dépression ou en burn-out, appelez ça comme vous voulez, patauge. Il y a des moments de panique parce que des fois, on va consulter quelqu'un et ça marche pas. Il y a pas le coup, il y a pas le feeling, donc on abandonne la piste. Et là, c'est le désespoir. On dit bon d'accord, ok, personne pourra m'aider jamais. Et on se voit au fond du trou, quoi. C'est la famille est super inquiète, tout le monde panique, voilà. Donc c'est là où il faut pouvoir rester bien calme parce que les symptômes de d'anxiété, de stress sont assez impressionnants. Alors que des bons thérapeutes vont vous expliquer que personne ne meurt d'une crise d'angoisse. Mais ça, c'est important parce qu'on peut se voir mourir d'une crise Ah, d'angoisse. j'ai vécu une crise d'angoisse, mais j'ai découvert que c'était une crise d'angoisse quand j'ai fait la formation au premier secours en santé mentale. Personne ne m'avait dit que c'était une crise d'angoisse. Et j'ai cru que c'était une crise cardiaque, en fait. Bien sûr. Ah non, mais en fait, je compatis, oui, c'est extrêmement flippant, en fait, des symptômes de crise d'angoisse. Bon, en plus, dans des passages à vide comme ça peut être un peu impressionnant. Et moi, ça m'avait fait du bien à l'époque, voilà, qu'ils me disent, ça ne dure ça peut pas durer plus qu'un certain temps, ça va s'arrêter, et de connaître les bons gestes, pour pour ne pas en avoir peur parce qu'après il y a la peur de la peur, c'est comme l'écran, comme on peut avoir peur d'être saisi à nouveau de ce vertige de la crise d'angoisse. Se dire que c'est plutôt être à l'écoute quoi, presque noter noter dans un carnet tout ce qui vous passe par la tête, comment dire, peut-être dans ces cas-là pas chercher à être immobile, statique parce qu'on peut être sentir écrasé par une impuissance dans l'immobilité, allongé, les yeux collés au plafond. Donc des fois on peut se dire je vais me reposer, je vais faire une sieste et puis l'angoisse est là et voilà, je pense que dans ce cas-là il vaut mieux bouger, aller faire une balade,
On sait d'ailleurs que le rythme binaire de la marche, ça a le même bénéfice un peu que le MDR, qui est donc cette technique que vous connaissez bien entendu, mais de mouvement oculaire, hein, qui permet de non pas de d'effacer les souvenirs traumatiques, mais quand même de les désensibiliser, hein, donc pour pouvoir vivre avec sans être aussi à vif, aussi aussi écorché. Et bon, il y a plein de techniques qui existent pour permettre de progresser et bien entendu d'aller vers le mieux, bah, surtout en cheminant vers ce qui est bon pour nous et surtout de redevenir son ou sa meilleure amie. Parce que je crois que tous les burn-out et crises d'angoisse, le pire qu'on puisse faire, c'est continuer à être très méchant avec soi. Toutes les histoires qu'on se raconte, qu'on est sexe, c'est momentané cette fragilité. Ça ne nous caractérise pas. Ce n'est pas tout nous. C'est un passage. Euh, et comme vous le disiez, Charlotte, qui permet parfois de révéler des cadeaux inattendus. Tu disais tout à l'heure, et je pense que c'est vraiment important de le redire, c'est qu'en effet, on peut tomber sur un psychologue, un psychiatre qui n'est pas le bon. Et c'est pas parce que il n'y a pas eu le bon feeling avec celui-là que ça sera la même chose avec un autre. Donc vraiment pas hésiter à se dire, OK, lui, je l'ai pas senti, c'est pas grave, en fait, je vais voir quelqu'un d'autre et ouais, c'est vraiment pas une fatalité. Oui, tout à fait. Pas hésiter à aller vers un autre thérapeute ou essayer une autre technique parce il y a plusieurs courants, plusieurs approches, donc voir ce qui convient le mieux. Euh, oui, c'est vrai. Comment tu identifies quand tu tires trop sur la corde et que tu pourrais replonger? Ah ben moi mon corps a appris à parler et j'ai appris à l'écouter depuis le temps, hein, donc c'est assez facile. Il y a un épuisement, un épuisement du corps, une lassitude et le sentiment j'allais dire overwhelmed en anglais, mais d'être dépassé, quoi, d'être comme une vague qui submerge, ça fait trop. Bon, d'ailleurs, c'est pour ça que dans mon dernier roman, Relais fêlés, car il laisse passer la lumière, mon héroïne, je parlais de trophobie en ce qui la concerne. Parce que quand c'est trop, ça fait trop, c'est d'être comme ça, dépassé. On se croit toujours indispensable. Enfin, je veux dire, plus on, plus on s'est laissé submerger par le travail, la charge mentale. Bon, les femmes, notamment, il y a à la fois la vie professionnelle. Je discute souvent, que ce soit avec ma sœur, mes proches ou des amis, cette véritable charge mentale. Euh, Tout ce à quoi on a à penser. Quand c'est déjà le travail, nos objectifs de carrière, de réussite, mais rien qu'à la maison, comme en plus en général on est très empathique, bon, les uns et les autres, on a tendance à faire de l'empathie mouillée, c'est-à-dire de faire les éponges au lieu de faire de l'empathie sèche, c'est-à-dire bon, de considérer les problèmes de ses proches, mais sans tout prendre sur ses épaules. Et puis sans parler même de l'ordinaire, du flux ordinaire qui n'arrête jamais. Et bon, voilà, donc je crois que c'est bien d'être vraiment doux avec soi-même. Et il y a des moments où à nouveau ça revient parce que tout fait que ça tire sur la corde parce que on est quand même sursollicité. Et plus fragile. Alors, tu vois, autrefois c'était quand j'ai fait ce burn-out sévère, c'était comme un puits profond. Aujourd'hui, j'appelle ça faire mes coups de cuvette parce que c'est des petites mais ça, il y en aura toujours dans la vie. Donc c'est pareil, c'est pas la peine de se débattre, de taper du pied et de dire bon, avec tout le chemin que j'ai fait, je n'aurai plus jamais de coup de cuvette. C'est faux, parce que la vie est ainsi faite, des saisons, des cycles, la vie, les euh, les aléas.
tout, quoi. Donc, la vie n'est pas lisse, donc c'est peut-être la première chose à regarder en face. Voilà. Mais mieux on est préparé, comment dire, à savoir. Bon, tu parlais des gestes des premiers secours. Moi aussi, j'avais fait aussi mon petit diplôme avec la Croix-Rouge. Ça fait pas arriver les accidents, mais par contre, si ça arrive, tu sais quand même beaucoup mieux comment réagir. Bon bah donc moi, j'appuie sur pause immédiatement. Euh, je fais en sorte de m'alléger. Tant pis pour le paraître, tant pis pour voilà. Donc en général, j'allège mon emploi du temps, j'annule des rendez-vous parce que je vois que si je le fais pas, ça va vraiment pas aller du tout. Après, bah, les 3 premiers réflexes, c'est dormir, appeler mes êtres chers, manger quelque chose qui me fait plaisir et aller marcher. Voilà, donc c'est vraiment et ça en boucle si besoin. Euh, et voilà, les laisser flotter aussi si nécessaire, c'est-à-dire explorer l'autre polarité que enfin, vous connaissez les polarités, je dis un vous général, hein, dans chaque axe. Quand on a une vie très très trépidante, hyper active, où on vous en demande trop, voilà, ce qui est bien, c'est de toujours veiller à aller aussi vers d'autres énergies pour aller vers un équilibre. Donc, si on reste tout le temps avec le pied appuyé sur l'accélérateur, on est trop adrénaline et forcément la vie, enfin non, notre corps et notre esprit vont se rappeler à nous. Euh, si on y pense en préventif, parce qu'en France on a tendance à toujours être dans le curatif et non pas dans le préventif. Donc, bah, ce serait bien de divulguer, de propager l'excellente idée d'être plutôt dans le préventif. Et au lieu d'en arriver au burn-out, bah, de s'accorder des vrais temps de paix, de douceur, de bientraitance pour nous, quoi, on va dire. Voilà. Ouais, savoir apprendre à s'écouter et se dire que c'est pas un gros mot et que ça s'appelle de l'égoïsme positif. Exactement. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir du coup en plus avant ton burn-out et que tu voudrais donner aujourd'hui? Donc avant le burn-out et après on fera pendant le burn-out. Ah, alors, un conseil avant le burn-out? Mhm. Euh, eh bien, j'aurais aimé que mes proches perçoivent en fait les pré-signaux de détresse. Euh, J'aurais aimé que quelqu'un, même dans l'entreprise, puisse voir, je sais pas, puisse voir la condition physique déjà qui montre que ça va pas. Mais ça répond peut-être pas à la question. Parce qu'un conseil, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, quoi. Mais Le conseil, ça serait peut-être que chacun se forme à identifier les signaux pour pouvoir que chacun fasse attention aux autres. mais oui, c'est-à-dire lever le pied. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est on se croit toujours indispensable. On croit que ça va être une véritable catastrophe. Moi, et c'était vrai. Enfin, c'était vrai, non. Mais moi, je le croyais sincèrement. Il y avait tellement de dossiers. J'étais la femme orchestre, c'est-à-dire qu'on m'utilisait à tous les niveaux de l'entreprise, plus du harcèlement moral et une ambiance absolument désastreuse. Et à un moment, vous pouvez plus gérer. Mais je me disais, j'étais dans l'épuisement, mais je voulais pas le voir, parce que je disais, si je n'y vais pas, ce sera la catastrophe, puisqu'on me surchargeait de dossiers justement. Et ça, le serpent qui se mord la queue. Dire, voilà, on ne peut pas se donner la permission d'arrêter, alors que en fait, dès les premiers signes, faut dire, hey, il n'y a pas mort d'homme, vous allez vous débrouiller. Mais tout ça, je ne savais pas à l'époque, j'étais beaucoup trop jeune, beaucoup trop jeune. Et le conseil que tu donnerais aux personnes qui sont donc en train de faire un burn-out? Je leur dirais,
que c'est que le ciel est toujours bleu derrière les nuages. Donc de traverser cette période en se sentant moins tourmenté parce que c'est peut-être une vraie chance en fait cet arrêt sur image momentanée mais cette pause pour de retour ce temps de retour sur soi qui peut au contraire carrément bah moi ça a été la chance de ma vie tout simplement mais ça tu le sais pourquoi parce que si j'avais pas eu ce gros burn-out je n'aurais pas changé de cap, je n'aurais pas réfléchi à qui j'étais vraiment, donc à des valeurs très profondes. Moi, l'environnement de la pub et de la communication, se mettre dans des états pareils, pourquoi? Pour des campagnes ridicules, enfin rien en plus, il n'y avait pas de sens. Et donc cette crise de sens où je voyais pas, je dis mais qu'est-ce que je vais faire? Alors oui, c'est hyper flippant sur le moment, mais en fait ça a été génial parce que sans ça, je serais jamais devenue écrivaine par la suite. Je serais toujours en agence à subir des supérieurs hiérarchiques X ou Y. Et voilà, ça aurait été quand même bien, bien dommage. Et puis bien dommage pour tous tes lecteurs dont je fais partie, où tu changes la vie. Merci beaucoup. Parce que, enfin, on en avait parlé lors de la première interview qu'on avait fait ensemble. Moi, ton livre, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je l'ai lu, en fait, pendant 1 an et demi. Je crois que c'est le livre que j'ai mis le plus de temps à lire dans ma vie. C'était Burnout. Parce qu'en fait, il était sur ma table de nuit. Mais en fait, à chaque fois que je lisais une page, j'étais pas prête à comprendre, à entendre. Et je l'ai lu vraiment d'une traite, du coup, après le burn-out. Et ouais. En fait, je voulais pas regarder la situation en face. Et Je comprends très bien, hein, il faut être prêt aussi à recevoir. Moi, tu vois, quand j'étais vraiment dans l'œil du cyclone de ma dépression, de cette grave, sérieuse dépression que j'ai faite quand j'étais jeune, en fait, euh, je me sentais totalement perdue. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être pour ça qu'après 10 ans après, j'ai écrit Ta deuxième vie, seulement 10 ans après, tu vois. Euh, quelque part dans Ta deuxième vie, j'ai mis ce qui me semblait être comme un chemin essentiel quand ça va pas. Et tu remarqueras, voilà, pas surchargé parce que moi, quand j'étais vraiment pas bien, il y avait tellement de gens qui y allaient avec de tellement de conseils, de tellement de méthodes dans tous les sens, tu veux, que ça, c'est complètement flippant parce que, en fait, tu sais pas vers où aller. Voilà. Donc, je dirais que j'avais eu en tout cas à cœur, dans Ta deuxième vie, même si, c'est pas vraiment un burn-out, mais enfin, cette espèce de désenchantement, enfin, quand même, hein, elle est pas très, très bien. Ouais. Non, elle est pas très Hein, ensemble. on va dire, elle est pas bien. Bon, moi, Non. je voulais pas dramatiser pour faire un roman quand même qui soit accessible, mais bon. Et voilà, c'était de proposer un chemin de reconstruction simple, clair. Ok, il y en a d'autres, sûrement. C'est peut-être à chacun de s'inventer le sien, mais une volonté d'accessibilité, d'un truc simple, parce que quand on se noie, on n'a pas le temps de chercher dans 15 directions où est la bouée, quoi, tu vois. On n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas, Elle on n'a n'est pas pas l'énergie. Et puis, ouais, à l'énergie, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la lucidité, on est égaré. Et donc, on n'a pas le temps de chercher dans 10 directions laquelle des 20 bouées il faut choisir, quoi, voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais mis tout plein de petites choses qui peuvent sembler dérisoires, mais le dérisoire, c'est comme l'effet papillon, ça fait des grands effets, en fait. Donc, faut pas chercher à faire grand. La reconstruction, c'est petit pas par petit pas, des choses toutes petites, positives, ancrer ces toutes petites victoires au lieu de vouloir d'un coup. C'est pour ça on disait au début de conversation, donc peut-être les écueils à éviter, donc de secouer quelqu'un, ah, secoue-toi, il faut te reprendre en main. Waouh, bon, ça sert à rien en fait, ça peut pas aller plus vite que la musique.
Et puis ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de dire que il y a plein de techniques qui existent. Tu vois d'ailleurs dans le programme que j'ai créé pour rebondir et ne pas replonger, c'est justement de donner un ensemble d'outils avec des méditations, de la sophrologie et autres qui permettra à chacun de trouver ce qui lui plaît, parce qu'il y en a à qui ça va parler et d'autres non, et c'est OK. Et du coup l'idée c'est vraiment de donner un grand éventail de solutions pour que ça puisse résonner. Puis parfois, ça va résonner un jour. Bah, comme on disait tout à l'heure, ta deuxième vie, il y avait pas enfin, ça, en tout cas, les portes étaient fermées en moi lors de la première lecture. Ouais. Et par contre, quand tu relis, enfin, quand je l'ai relu, et d'ailleurs, je l'ai relu après parce qu'il y a une version BD qui était sortie, ça, c'était une façon de voir les choses et de le lire avec encore un nouveau prisme et d'être encore plus riche. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la Raphaël, donc, qui a 30 ans, qui est au fond du fond du fond, qui est chez ses parents? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire maintenant, aujourd'hui, avec tout le chemin que tu as parcouru? Et ben, de lui dire qu'elle a été entendue, comprise, consolée, aimée même quand elle était toute pas belle, et que plus jamais je ferai la sourde oreille à ce genre de signaux pour pas en arriver là. Et que la deuxième vie est encore plus belle que la première. Ah oui, bah ça c'est sûr. Ah oui, oui. Et que la vita est belle là. Ça c'est sûr. Est-ce que tu aurais une recommandation de livre à partager avec nous? Oui, mais écoute, j'y avais pensé moi dans les quelques livres dans ma vie qui m'ont vraiment, enfin, qui m'ont beaucoup plu, c'est Trembler mais oser de Suzanne Jeffers. Sur voilà comment faire route avec la peur quoi finalement, enfin avancer même si on se rend face à la vie un peu tremblotant, un peu incertain. C'est un excellent livre. Et puis écoute, après il y en a plein. On peut lire Foutez-vous la paix de mon ami Fabrice Midal, voilà, qui est très chouette aussi parce que rien que le titre, Foutez-vous la paix, dit un peu tout. C'est arrêter de s'en vouloir pour tout, d'accumuler la culpabilité, de pas être assez bien. Enfin, voilà, se lâcher un peu la grappe, c'est pas mal. Et puis j'aime bien Le cerveau du bonheur de Rick Hanson, qui est celui-là, tu vois, il est simple, je trouvais. Tu vois, c'est simple à appliquer. Ça rejoint les neurosciences évidemment, mais c'est une mise en pratique facile pour reconditionner son cerveau aussi. Alors bon, il y a la PNL évidemment aussi, a tout plein d'outils, mais j'ai trouvé efficace dans les images employées aussi et très bien. Bon après il y en a des tas d'autres, hein, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis tous les tiens que je recommande vivement. Ah ouais, c'est gentil. Parce qu'ils permettent de reconstituer le puzzle de façon différente chacun et d'apporter une part avec toujours des exemples concrets et puis bon, après, avec toujours des histoires sympas aussi en plus, en parallèle, ce qui assure un bon moment. Ah ouais, merci, c'est gentil Charlotte. Avec plaisir. Un grand merci, Raphaël. Et Ouais, puis, avec plaisir. à très vite, j'espère. Merci. Si toi aussi, tu as envie, comme Raphaël, d'identifier pourquoi tu as fait un burn-out, comprendre toutes les causes, car en effet, il est multifactoriel. Si tu as envie de le transformer en cadeau, je serai très heureuse de t'accompagner avec une méthode pas à pas. Pour en savoir plus, tu auras le lien dans la description de l'épisode ou sur pourquoipasmoi.co.